Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est notre santé. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série Ma vie avec que nous consacrons au VIH. Et pour parler de sa vie avec le VIH, je reçois sur le plateau de Pourquoi Docteur Florence Thune. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau pour parler de ce sujet qui n'est pas toujours facile. Alors pour commencer, je l'ai dit, vous êtes donc porteuse du VIH. On fait souvent l'amalgame entre VIH et SIDA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence ? Alors effectivement, il y a souvent un amalgame. Donc le VIH, c'est le virus. Et le sida, c'est la maladie qu'on développe quand on n'a pas accès à un traitement. C'est-à-dire que quand on est infecté par le VIH et qu'on n'a pas accès à un traitement, ce qui se passe avec le VIH, donc avec le virus, c'est qu'effectivement l'immunité baisse petit à petit et qu'on peut avoir un certain nombre de pathologies qui peu à peu nous amènent à ce qu'on appelle un stade sida. Donc c'est vraiment le dernier stade, malheureusement avant un décès. Et quand on est atteint du sida, c'est qu'on est vraiment très très malade, avec évidemment un danger de mort. Donc les personnes qui sont porteuses du VIH ne développent pas nécessairement un sida, notamment lorsqu'elles ont accès à un traitement. En revanche, si vous avez un sida, vous êtes forcément porteur du VIH. D'accord. Et est-ce que quand on a un sida, est-ce qu'on peut faire machine arrière, entre guillemets ? Alors, heureusement, oui. C'est-à-dire que, par exemple, en France, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, on a environ un tiers de ces personnes qui ont soit une immunité très faible, soit qui sont déjà en stade sida. Mais grâce effectivement aux traitements disponibles en France, on arrive effectivement à faire en sorte qu'elles regagnent de l'immunité et qu'elles soient de nouveau en bonne santé. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout, puisqu'on a encore près de 700 000 morts du sida par an dans le monde. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. On a tendance à l'oublier un peu parfois, je trouve. Oui. Donc vous êtes porteuse du VIH depuis quand ? Alors, je suis porteuse du VIH depuis 1996. J'ai découvert ma séropositivité en janvier 1997. Donc voilà, donc ça fait un peu plus de 25 ans, bientôt 26, que je suis porteuse du VIH. Oui. Et vous l'avez découvert dans quelles circonstances ? C'était au cours d'un test fortuit ou... Alors, j'avais déjà fait un test en 1994 et en fait, suite à une relation, et suite à une rupture en fait avec mon conjoint de l'époque, j'ai eu quelques doutes et je me suis dit que voilà, ce serait bien d'aller vérifier. J'étais pas trop inquiète, mais en tout cas, je me suis dit, c'est le moment d'aller vérifier. On n'a pas toujours su peut-être utiliser ou parler du préservatif au bon moment. Donc, donc je suis allée dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, les CDAG, ils ont changé de nom depuis. Et donc voilà, donc j'ai fait un test dans un hôpital. À l'époque, il fallait attendre une semaine pour avoir les résultats. Donc voilà, donc c'était vraiment dans un cas. Le médecin m'avait dit... ne vous inquiétez pas, a priori vous n'avez pas de risque. Donc j'étais partie finalement plutôt confiante au moment en tout cas du test. Oui. Est-ce que vous vous souvenez comment vous êtes sentie au moment de l'annonce ? Comment s'est passée l'annonce justement ? Oui, alors je m'en souviens vraiment très très bien parce que j'étais donc revenue une semaine après. J'étais la première personne qui arrivait au centre et on nous donnait un petit ticket avec un numéro puisque c'était anonyme. Et j'avais oublié ce ticket. Et quand je suis arrivée, en fait, il y avait deux dames derrière le guichet. Il y avait le médecin qui était derrière et qui attendait. Et quand j'ai dit que je pouvais retourner chez moi pour aller chercher le ticket que j'avais oublié, le médecin a dit non, c'est bon, je connais le dossier. Et je l'ai appris à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, il est là à m'attendre, il connaît le dossier. Et j'ai eu ce sixième sens, ce sentiment. Et de fait, il n'y a pas eu longtemps à attendre pour aller dans son bureau et pour effectivement qu'il me dise... je me souviens vraiment d'un médecin, mais très embarrassé, parce que l'annonce, de toute façon, est toujours difficile. De me dire qu'on avait détecté le virus à l'occasion du test, qu'il fallait refaire un test de confirmation. Ça a été effectivement un choc. Je me souviens avoir pleuré et vraiment sous le choc. Et je me souviens en fait de deux choses au moment de cette annonce. C'est à la fois le médecin m'a tendu une petite corbeille avec des préservatifs en me disant la prochaine fois il faut vous en servir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas le moment. Enfin, je trouvais qu'il avait fait une bonne annonce, mais que ce geste en plus vraiment. Et surtout, j'ai un souvenir très précis quand on a refait le test de confirmation juste derrière. L'infirmière portait des gants. Et je suis absolument certaine que la première fois, elle n'en portait pas. Oui. Et je me suis dit, mais
ça y est, quoi, je rentre dans un monde où peut-être je pourrais représenter un danger pour d'autres personnes. Oui, surtout qu'à cette époque, c'était vraiment dans l'esprit vraiment un danger, et encore maintenant peut-être. Oui, c'est-à-dire que c'était donc début 97, en tout cas pour moi, j'avais finalement entendu parler évidemment du VIH. Alors j'avais vécu à l'étranger pendant plusieurs années, et finalement, pour moi évidemment le VIH c'était la mort. Enfin, apprendre que j'étais séropositive, c'était forcément, pour moi en tout cas, mourir à brève échéance. Et le médecin m'avait dit « Ah, ne vous inquiétez pas, quand on apprend aujourd'hui sa séropositivité en 97, c'est pas la même chose qu'en 87, il y a des traitements qui commencent à arriver, mais très sincèrement, je l'écoutais, mais ça ne s'imprimait pas dans mon cerveau, et pour moi, j'allais mourir. Et de ce que j'entends aujourd'hui encore, des annonces qui sont faites, quand des médecins ou des personnes qui nous racontent la façon dont elles annoncent aussi une séropositivité aujourd'hui, beaucoup de personnes encore aujourd'hui réagissent très mal, parce que bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais encore, malheureusement, cette vision de la mort, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup avancé sur les traitements. Est-ce que vous vous souvenez des peurs que vous avez eues à cette époque quand on vous a fait cette annonce? Oui, j'ai eu tout de suite peur de mourir, et donc en me projetant, en me disant mais à quel moment je vais l'annoncer, à qui je vais le dire, tout simplement. Quand je suis sortie à l'issue du second test de confirmation, je me suis retrouvée dans la rue devant l'hôpital, et je ne savais pas finalement qu'est-ce qu'il fallait faire. Enfin, je sentais que je rentrais dans une nouvelle vie avec le choc de l'annonce, et à l'époque, mes parents travaillaient encore, et j'étais en fait en vacances à ce moment-là, donc j'étais chez eux, et je me disais, c'était le matin, je me disais, il faut que je me recompose un visage, ou d'ici à ce soir pour amortir l'annonce. Mais la peur vraiment était liée à la mort, en fait, à ce moment-là. Et vous ne l'avez pas dit tout de suite à vos parents? Non. J'ai pas pu le dire. Alors, pas du tout parce que je craignais un rejet de leur part, mais parce que je me disais, mais ça va être une nouvelle tellement terrible pour eux que je suis incapable d'autant plus que quand je l'ai appris, j'avais manifestement été contaminée peu de temps avant, donc j'étais pas du tout malade, j'étais en pleine forme, et pour moi c'était impossible effectivement de pouvoir leur en parler. En tout cas, j'ai attendu 6 mois avant de leur en parler, sachant que j'ai eu la chance en fait de pouvoir en parler à des amis, ce qui a permis de commencer à lever un peu le poids du secret, qui souvent était un vrai obstacle encore aujourd'hui pour les personnes quand elles ne peuvent vraiment en parler à personne. Et comment ont-ils réagi, vos parents, quand vous leur avez dit? Alors, quand ils l'ont appris, je me rappelle de ma mère qui m'a dit bon, et puis la prochaine fois, tu prends pas autant de temps pour nous en parler. J'ai dit, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Et j'en souris maintenant, mais ça a été évidemment un choc pour eux. C'était dur pour tous les deux. Mais ce qui était important, c'est que finalement, je ne regrette pas d'avoir attendu ce temps-là. C'était environ 6 mois, parce que entre-temps, j'ai pu être rassurée finalement. J'ai eu l'occasion vraiment par hasard de regarder une émission à la télé avec Magic Johnson, qui est ce grand basketteur. Grand gaillard, et qui a témoigné sur sa séropositivité. Et donc c'était en 97, et Magic Johnson, donc à la télé, parlait en fait de ce fameux traitement dont le médecin lui-même avait parlé, en disant voilà, c'est cette trithérapie, donc c'est une nouvelle molécule, c'est ce traitement qui est arrivé en 96, et il témoignait en disant voilà, moi je prends cette trithérapie et je vais bien. Et en fait, pour la première fois, j'ai repris espoir. Vraiment, ce jour-là, je me suis dit, mais cette personne séropositive, et je vois pour la première fois une personne séropositive, en tout cas qui le dit, elle dit qu'elle va bien, et finalement, ce que je n'avais pas entendu ou voulu entendre du médecin, là, je l'entendais. Et ce qui fait que ça m'a permis d'avoir vraiment confiance pour en parler finalement avec ma famille, parce que je me suis dit, certes, ça va être une mauvaise nouvelle, mais je vais pouvoir leur dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des traitements qui me vont me permettre de rester en bonne santé. Oui, ça vous a permis, vous, de gérer cette nouvelle, parce qu'en tant que personne, je pense que ça fait l'effet d'une bombe, et de pouvoir après en parler de façon plus calme, on va dire, à l'entourage. Tout à fait. C'est vraiment ce que je craignais, en fait. C'est de pouvoir finalement ne donner aucun espoir à mes parents, ce que là, j'ai pu faire, même s'ils ont été effectivement inquiets. Et ma mère m'avait dit quelques temps après que finalement, elle était aussi elle-même allée
se renseigner, pour aussi elle-même se rassurer et avoir aussi de l'espoir. Oui, parce qu'après, ça devient une panique générale où tout le monde panique, ça vous fait paniquer encore plus. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, vous l'avez dit, ça fait 25 ans depuis cette annonce. Est-ce que vous pensez que vos peurs de l'époque, alors justifiées, c'est pas le mot, mais est-ce que vous pensez qu'elles se sont réalisées ou est-ce que vous pensez que finalement ça s'est plutôt bien passé par rapport à ce que vous craigniez? Alors, moi, je craignais de mourir donc du VIH. Je vieillis avec le VIH. Donc c'est plutôt bien passé. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, encore au moment de l'annonce ou même plus tard, je me disais, mais finalement, est-ce que ça sert à cotiser pour la retraite, par exemple? Est-ce que, voilà, des années plus tard, c'est-à-dire que j'avais comme espoir de rester en bonne santé, mais voilà, sur les 5-10 premières années, j'avais du mal à me projeter quand même sur une espérance de vie, en tout cas normale. Et donc, voilà, très longtemps, je me disais, mais ça sert à rien. Et ce qui fait que récemment, voilà, je me suis préoccupée de tout ça un peu, voilà, peut-être par superstition, je ne sais pas, mais et donc, je crois que quelque part en 97, je ne pouvais pas réagir autrement. C'est-à-dire que finalement, ces traitements qui arrivaient à l'époque étaient quand même peu connus du grand public. Mais heureusement, enfin, en tout cas, les peurs par rapport au fait de finalement rester en bonne santé et d'être toujours là ne se sont pas effectivement avérées, et tant mieux. Et tant mieux. Et qu'est-ce qu'il en est au niveau peut-être de la stigmatisation, comme vous le disiez, avec l'infirmière qui mettait ses gants, des choses comme ça, ou le fait d'être catégorisé? Alors, ça, malheureusement, je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que, et justement, là, on parlait de l'infirmière, moi, mais les situations les plus difficiles que j'ai pu vivre par rapport à cette question, c'était avec du personnel de santé. Parce qu'en fait, pour moi, je vais vraiment évidemment en confiance vers le personnel de santé, donc je parle très naturellement de ma séropositivité, et donc encore plus au personnel de santé. Et c'est là où j'ai eu les réactions, voilà, je ne sais pas si c'est discriminatoire, mais en tout cas montrant que parfois le personnel de santé n'avait pas progressé non plus dans la connaissance du VIH. J'ai eu un refus de soins d'un dentiste, donc voilà, qui ne m'a évidemment pas dit je ne vais pas vous traiter parce que vous êtes séropositive, mais qui m'a dit en fait que finalement tout allait très bien, et alors que ce n'était pas le cas, j'avais vraiment à ce moment-là très mal aux gencives. J'ai finalement trouvé un autre dentiste qui, lui, en toute connaissance de cause, effectivement m'a soigné. J'ai eu encore très récemment, il y a 2-3 ans, une réaction d'une anesthésiste. Voilà, j'avais une opération complètement banale, et elle m'a dit on vous fait passer en dernier au bloc parce que vous comprenez avec le VIH. Et je lui ai dit, mais non, je ne comprends pas. Et voilà, elle était restée sur des principes qui n'ont plus lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, finalement, moi, je connais mon statut, j'ai un traitement qui me permet non seulement de rester en bonne santé, et en plus de ne représenter aucun risque en termes de transmission, et notamment sexuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des relations sexuelles sans préservatif, parce que grâce au traitement et au progrès de la science, on sait que ces traitements agissent en prévention et empêchent la transmission du VIH. Donc, quand on nous dit encore qu'on peut représenter un risque parce qu'on embrasse une personne séropositive, ou parce qu'on peut nous toucher... Enfin, voilà, donc c'est vraiment... Donc, sur les questions de discrimination, on a malheureusement peu avancé. Enfin, c'est vrai. Bien sûr, je pense qu'on n'est pas globalement, peut-être que je suis un peu trop pessimiste, mais on n'est pas dans les années 80-90 avec des choses qui étaient aussi très violentes. Mais par rapport à 97 et maintenant, sur les 25 dernières années, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grande évolution sur... Non, et on voit à quel point, finalement, le sida continue de faire peur. On voit sur les réseaux sociaux, parfois, les jeunes... t'as le sida, c'est presque une insulte, ça ne correspond à rien, mais voilà. Donc, donc ça veut dire que... En plus, moins on en parle, plus finalement ce qui reste, c'est pas les bonnes informations, c'est les peurs et les fantasmes. Et ça, c'est vraiment un travail de fond à continuer à mener auprès de tous les publics. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, d'ailleurs, pour vraiment donner toutes les informations nécessaires aux personnes qui nous regardent. Parce qu'effectivement, les choses qu'on connaissait dans les années 80, dans les années 90, plus du tout la même chose maintenant. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez des relations sexuelles non protégées. Protégées par les traitements. Voilà, protégées par les traitements.
on va dire, mais en tout cas pas... Sans préservatif. Sans préservatif. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas connu, qui n'est pas su. Qui n'est pas connu et qui a été aussi difficile, même pour moi, la première, difficile j'ai du mal à passer le pas. C'est-à-dire que je travaille dans un milieu qui me permet d'avoir accès à de nombreuses études, etc. Donc rationnellement, je savais que grâce à ces études qui étaient menées partout dans le monde, effectivement, il n'y avait pas du tout de risque de transmission. Mais entre le savoir, c'est comme la peur dans l'avion, entre le savoir rationnellement et puis se dire, effectivement, avec mon conjoint qui est séronégatif, je peux abandonner le préservatif. Voilà, c'était aussi une étape qui a été difficile à passer, mais qui est passée parce que j'avais aussi sa confiance. Mais ce sont des barrières que parfois on se met nous-mêmes, évidemment, parce que dans les premières années de ma vie avec le VIH, ma plus grande peur, justement, c'était de contaminer quelqu'un, de transmettre le VIH. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de bloquant et qui m'a bloqué à divers égards, effectivement. Oui, du coup, j'allais vous demander justement, au niveau de la vie, on va dire, de couple, de la vie intime, quand on s'apprend à être séropositif, comment ça se passe? Comment on annonce à un futur partenaire C'est toujours effectivement un moment difficile. C'est quelque chose qui, moi, m'a bloqué pendant près de 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je n'ai pas pu avoir de relations sexuelles. C'était pour moi impossible. J'étais tellement tétanisée. J'allais bien physiquement, j'avais aucun souci par rapport à ça, mais j'avais tellement de peur de transmettre que je pense que je me suis mis des petites barrières psychologiques partout pour ne pas entamer de relations. Et quand j'ai finalement commencé à aller mieux, à être rassurée justement sur cette question de la transmission, alors c'est pour la petite histoire, mais ça parle aussi de cet effet de l'annonce. J'ai rencontré mon conjoint en fait sur les réseaux sociaux, sur Mythique à l'époque, donc c'était voilà. Et en fait, j'ai souhaité lui en parler avant qu'on se rencontre pour de vrai. C'est-à-dire, je me suis dit, parce que je sentais que quelque chose se passait, et je me suis dit, je vais lui apprendre à l'écrit, ça va lui permettre de digérer l'annonce, et je me suis dit, si on se rencontre toujours, c'est-à-dire que s'il accepte toujours qu'on se rencontre, il va venir en connaissance de cause, et moi j'aurais plus ça en tête en me disant il faut que je lui dise. Donc, et ça a permis effectivement d'avoir une rencontre simple entre deux amoureux, et pas d'avoir cette annonce très pesante. C'est bien, je trouve, c'est bien, puis en plus ça crée effectivement un climat de confiance dès le départ, puisqu'il vient, il sait pourquoi il vient. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question aussi au niveau des traitements, puisqu'on a commencé à en parler un petit peu. Les traitements, il y a eu une grosse révolution, effectivement, en 96-97, et ça a continué à évoluer. Quelle est votre vision, vous, sur ces traitements depuis les 25 dernières années? Alors, moi, je me dis souvent que j'ai été contaminée entre guillemets au bon moment. C'est-à-dire je suis arrivée au moment où ces traitements étaient là. Alors, on avait, parce qu'on apprend en avançant finalement avec le VIH et les chercheurs et les médecins aussi. Quand j'ai appris ma séropositivité, ces traitements étaient là, mais on savait aussi qu'ils avaient pas mal d'effets secondaires. Donc, on était plutôt dans une période où on attendait avant de mettre les personnes sous traitement pour que finalement, quand elles étaient en bonne santé, elles ne soient plus, elle n'ait pas les effets délétères des traitements trop tôt. Donc j'ai été mise sous traitement plus ou moins 2 ans après en fait, avoir appris ma séropositivité. J'ai eu plutôt de la chance au départ en tout cas parce que les premiers traitements que j'ai eus n'avaient pas trop d'effets secondaires. C'était plutôt dans la tête que ça se passait pour moi parce que je me souviens vraiment du jour où j'ai commencé à les prendre pour la première fois en me disant là, tu commences et c'est pour la vie, quoi. Voilà, ça commence aujourd'hui. Donc, d'avoir été très à l'écoute des possibles effets secondaires que je n'ai pas eu, en tout cas sur ces premiers traitements. Moi, j'ai connu 5 traitements différents depuis que je suis séropositive, avec effectivement, pour certains, en revanche, des effets secondaires plus lourds. Et notamment, alors, j'ai eu la chance de ne pas connaître les tout premier traitement avec des effets très lourds sur vous savez, la dystrophie, les personnes qui étaient très maigres des jambes, qui ont gagné, avec des effets aussi cardiovasculaires aussi importants sur le long terme, pour ceux qui ont connu vraiment les antiprotéases, les premiers traitements. En revanche, moi j'ai connu des traitements, notamment avec l'un d'entre eux, où pendant 2 ans, mon seul souci c'était de savoir où étaient les toilettes les plus proches, parce que ça a vraiment bouleversé mes intestins. J'en parle un peu en souriant maintenant, mais à l'époque, ça ne me faisait pas du tout sourire parce que finalement, ils étaient très efficaces au niveau de ma santé, mais finalement, en termes de qualité de vie, ça a été très difficile pendant 2 ans. Donc on a fini par
changer ce traitement parce que c'était juste plus possible. Et puis, évidemment, les traitements ont progressé. On est dans un pays riche qui permet d'avoir une gamme de traitements effectivement assez large. Et puis, on a vu aussi la diminution du nombre de pilules à prendre chaque jour. Donc ça, c'est aussi important. Et aujourd'hui, certains de ces traitements sont en une seule prise. Mais et c'est important de le dire aussi, c'est que des traitements très récents qui sont mis sur le marché, qui sont souvent proposés à des personnes qui apprennent aujourd'hui leur séropositivité, ont parfois aussi leurs effets secondaires. Moi, on m'a proposé ce traitement il y a à peu près 2-3 ans, en me disant finalement, plutôt que tes 3 cachés, tu en auras juste à prendre un. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, au contraire. Et en fait, on a dû l'arrêter parce que je suis devenue complètement insomniaque. Et de fait, on l'a arrêté tout de suite. Donc voilà, et ce traitement aussi aujourd'hui apporte des questionnements sur la prise de poids. Il y a vraiment des études qui montrent qu'avec ce traitement, il y a des prises de poids. Donc on voit que même en progressant et même en ayant des traitements qui, heureusement, aussi correspondent à la majorité des personnes, et tant mieux, que malgré tout, les effets secondaires ou indésirables plutôt n'ont pas disparu. Donc en fait, la conclusion, si j'ai bien compris, c'est vraiment de trouver le traitement qui nous correspond. Il existe un panel différent. Et là, on en a un peu parlé dans les médias récemment, mais on a maintenant un traitement injectable qui est disponible, donc avec une injection tous les 2 mois. C'est ça. Donc c'est une nouvelle forme de traitement qui correspondra aussi à un certain nombre de personnes. Je pense que c'est un petit peu comme la contraception, c'est-à-dire que des femmes sont à l'aise avec le fait de prendre une pilule tous les jours, d'autres vont plutôt avoir un stérilet, et si effectivement au fur et à mesure on a la chance finalement de pouvoir choisir, d'avoir le traitement qui nous correspond le plus dans notre vie quotidienne. Je vois par exemple ce traitement injectable pour des personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas encore par exemple à parler de leur séropositivité et donc doivent se cacher dans les toilettes pour prendre leur traitement, ce qui m'est arrivé, et bien voilà, c'est la possibilité de se dire finalement tous les 2 mois je vais faire mon injection, j'ai pas de traitement à prendre tous les mois, et voilà, j'ai une meilleure qualité de vie et ça va mieux. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé pendant cette interview, c'est le travail. Comment on annonce à son patron au travail quand on est séropositif? Alors, est-ce qu'on l'annonce? Oui, voilà. Déjà, ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on l'annonce? En fait, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que, heureusement, effectivement, aujourd'hui, moi, je conseillerais plutôt de ne pas le dire parce qu'il n'y a pas de raison de le dire. Justement, les progrès faits dans les traitements permettent aux personnes de pouvoir travailler. Et je pense qu'il ne faut pas, effectivement, en parler. En tout cas, pas dans le cadre d'un entretien et pas dans... Parce que... Et en revanche, alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir le dire à l'époque parce que le directeur de l'association dans laquelle je travaillais à l'époque était quelqu'un de proche et j'ai pu justement en parler. Ça m'a aussi servi parce que j'ai commencé aussi à faire des témoignages au sein de cette association il y a quelques années pour parler de la question du VIH et de la prévention. Mais c'est vrai que on a encore, et c'est pour ça que je conseillerais plutôt de ne pas le dire, on a encore beaucoup de situations de discrimination dans le milieu professionnel. Alors, à la fois parce que alors certains métiers, ça a beaucoup progressé, mais certains métiers sont parfois interdits sur certains aspects, notamment le travail de terrain dans la police, où on ne sait pas encore pourquoi, mais c'est pas possible d'être contaminé par le VIH. Mais de manière plus générale, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, les discriminations sont encore là. Et je pense que pour certaines personnes, le fait d'avoir un collègue séropositif qui partage les mêmes toilettes ou qui serait certainement un souci. Donc voilà, je conseille plutôt de ne pas le dire. Après, on comprend aussi pourquoi les discriminations restent, c'est-à-dire que même dans le personnel soignant, comme vous l'avez dit, vous avez donné des exemples, il y a encore des faux préjugés et des fausses idées. Je pense que la peur reste. On fait, nous, à SIDAction, un sondage tous les ans auprès des jeunes. Mais on a une question qui est sur la confiance dans le préservatif et sur l'efficacité du préservatif. Donc 95% des jeunes nous disent en gros qu'ils ont confiance dans le préservatif. Mais on a une autre question qui dit: seriez-vous prêt à avoir des relations sexuelles protégées avec une personne séropositive? Plus de 20% nous disent non. Donc
Vous voyez, il y a une confiance dans l'outil, mais dès qu'il y a l'idée d'approcher une personne séropositive, c'est non, quoi. Oui. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes ici avec nous aujourd'hui avec double casquette, puisque vous êtes aussi la présidente de SIDAction. La directrice. La directrice, la directrice de SIDAction. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez chez SIDAction? Alors, je travaille chez SIDAction depuis 2005, donc ça va faire 17 ans maintenant. D'accord. Et je suis directrice depuis 5 ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler le but de SIDAction? Alors, SIDAction a été fondée, c'est encore notre principal objectif aujourd'hui, en 1994 pour collecter des fonds auprès du grand public pour ensuite pouvoir financer la recherche sur le VIH et financer les actions des associations sur le terrain qui font de la prévention auprès notamment des personnes parfois très éloignées du soin ou très précarisées ou stigmatisées, et qui font aussi de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, pour les accompagner dans leur parcours de vie de manière générale, pour les aider à aller vers les soins. Donc on finance des associations en France, en métropole et dans les Outre-mer, et en Afrique de l'Ouest et du Centre, et en Europe de l'Est. Donc c'est vraiment l'objectif principal de SIDAction, c'est vraiment ça. Et puis par ailleurs, on fait aussi la sensibilisation à l'occasion, par exemple, d'événements comme le SIDAction tous les ans. On fait du plaidoyer pour faire en sorte d'améliorer les lois et l'accès à la santé aussi de manière générale. Et puis on a un travail aussi de mise en lien finalement des professionnels autour du VIH et des associations qui luttent contre le VIH. Par exemple, on a un groupe expert prison où on met ensemble du personnel pénitentiaire, du personnel de santé, des personnes qui travaillent dans les associations pour améliorer par exemple la question de la réduction des risques en prison. Et vous l'avez dit, donc ça fait maintenant 25 ans que vous êtes séropositive et que vous vivez un petit peu moins, 23 ans que vous vivez avec les traitements. Oui. Qu'en dit la recherche au niveau justement c'est pas l'espérance de vie que je voudrais utiliser comme mot, mais on va dire le temps avec lequel on peut vivre avec ces traitements en restant... Aujourd'hui, les constats sont vraiment... très, très optimiste. C'est-à-dire que les études montrent qu'aujourd'hui, finalement, une personne qui apprend aujourd'hui sa séropositivité et qui est rapidement mise sous traitement, parce que tout à l'heure, je disais qu'avant, on attendait un peu. Maintenant, vraiment, la recommandation, c'est très, très vite être mis sous traitement pour que, justement, le virus n'ait pas le temps de se multiplier. Et aujourd'hui, une personne séropositive et qui donc suit un traitement efficace a la même espérance de vie qu'une personne séronégative. Ce qu'on peut voir aussi, on parlait tout à l'heure du fait de vieillir avec. Malgré tout, il y a un point d'intention sur ce vieillir avec, puisque malgré tout, depuis plusieurs années, des personnes ont quand même des effets délétères de la présence du virus dans leur corps depuis un grand nombre d'années. Un effet aussi délétère des traitements sur le long terme, en tout cas pour ceux notamment qui ont connu les traitements, les premiers traitements. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de maladies cardiovasculaires qui sont plus présentes chez les personnes qui vieillissent avec le VIH et plus jeunes que les personnes séronégatives. Donc voilà, il y a un point d'intention à avoir aussi sur les risques de diabète. Donc il y a finalement... On parle beaucoup de la question de ce qu'on appelle la charge virale indétectable, parce que les traitements notamment permettent de faire descendre cette charge virale, et quand elle est indétectable, c'est vraiment que le traitement est efficace. Néanmoins, ça ne suffit pas, parce qu'effectivement, on voit que la qualité de vie aussi des personnes qui vieillissent avec le VIH est vraiment à prendre en compte, et avec un point d'intention à avoir sur d'autres pathologies associées. Oui, parce que c'est jamais anodin de prendre un traitement effectivement sur le long cours et d'avoir un virus aussi présent dans son organisme sur le long cours. On a parlé récemment d'une dame qui a été guérie du VIH avec, je pense, des cellules souches et du sang de cordon, c'est bien ça. Quel est votre avis justement sur ces avancées ? Alors, à la fois un avis de prudence. Enfin, je pense que ce qu'on a appris effectivement depuis 40 ans dans la lutte contre le sida, c'est effectivement d'être prudent. Parce que alors j'ai dit c'est 3 personnes, parce que c'est la 3e personne. Il y a eu le patient de San Francisco, le patient de Berlin. C'est vrai. On est toujours effectivement très prudent parce que c'est 3 personnes. En même temps, c'est à chaque fois une source d'espoir, parce que c'est-à-dire que même si on sait bien que ce qu'ils ont vécu n'est pas applicable à 38 millions de personnes
vivant avec le VIH. On sait que ça génère sûrement de nouvelles pistes de recherche voilà, qui permettent aux chercheurs d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ces personnes-là. Et voilà, et un peu comme on en parle finalement moins, mais il y a un plus grand nombre de personnes qui elles, contrôlent naturellement le VIH. On a environ 1% des personnes vivant avec le VIH qui sont des personnes qui contrôlent le VIH sans traitement. Le VIH ne bouge pas, donc elles sont séropositives. Et là, c'est aussi un champ de recherche important pour les chercheurs qui essayent de comprendre pourquoi ces personnes ne développent pas finalement la maladie et peuvent rester sans traitement. Donc chaque nouvelle, finalement, on s'en méfie un petit peu parce qu'on se dit, ça y est, c'est annoncé comme une guérison, alors que voilà, c'est annoncé comme une guérison pour ces personnes-là, mais pas du tout transférable aux autres personnes. Mais voilà, ce sont aussi des nouvelles pistes de recherche. Oui, mais j'imagine qu'il faut être prudent pour pas non plus créer de trop grands espoirs ou même des fausses informations chez les gens qui se disent le VIH, c'est plus grave puisqu'on est guéri. Les 2 premières personnes avaient une leucémie, ça s'est passé dans le cadre d'un don de moelle osseuse. Enfin voilà, voilà, j'ai pas envie d'avoir une leucémie. Non, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment des cas très très particuliers, mais ils existent et donc ça donne beaucoup d'espoir, effectivement. Moi, j'ai envie, pour terminer cette émission, qu'on essaye de... Justement, on a parlé beaucoup de stigmatisation et de préjugés, de fausses informations, qu'on essaye peut-être de retirer certaines fausses informations comme ça un petit peu en chaîne. Moi, je pensais notamment à avoir des enfants quand on a un VIH. C'est possible, c'est pas possible? Alors, c'est possible, effectivement. Hein, quand vous vivez avec le VIH, vous pouvez sans problème avoir des enfants. Et d'ailleurs, depuis très longtemps, hein, les femmes prennent un traitement, enfin déjà, elles sont déjà sous traitement, et ce traitement, en fait, à la fois les maintient en bonne santé et évite la transmission, que ce soit pendant la grossesse et après pendant l'accouchement. Donc ça, c'est vraiment un progrès très important, hein, et y compris dans des pays à plus faible revenu, dès que les femmes ont accès à ces traitements, les enfants naissent séronégatifs. En France, il n'y a plus d'enfants qui naissent séropositifs, en tout cas quand leur maman a eu accès à un traitement. En termes de transmission, pour transmettre le VIH, c'est rapport sexuel non protégé. Oui. Alors voilà, rapport sexuel non protégé, et c'est pour ça que notre inquiétude, elle est aujourd'hui sur les personnes qui ne connaissent pas leur statut, hein, d'où l'importance de parler du dépistage, parce qu'effectivement, ce sont ces personnes qui transmettent le VIH parce qu'elles n'ont pas à la fois la chance de connaître leur statut et d'être sous traitement. Aussi, évidemment, par l'usage de matériel non stérile en cas d'injection de drogue. Donc là, voilà, on a fait de grands progrès sur la réduction des risques en France. Mais donc on est vraiment très simplement en fait sur les risques de transmission sont dans le cadre de relations sexuelles non protégées et éventuellement donc par le sang en cas d'utilisation de matériel non stérile. C'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et donc la transpiration, les piqûres de moustiques, tout ça. Aller aux toilettes, s'embrasser, tout ça, il n'y a pas de... autre question, au niveau du travail, on l'a dit, maintenant, il y a encore quelques lois, je ne sais pas si des lois ou des textes qui interdisent, par exemple, les métiers de terrain. Alors, certains textes, décrets qui restent, en fait, c'est souvent des textes qui sont internes, en fait, à ces professions, des réglementations plutôt que finalement des lois, notamment sur certains, effectivement, métiers de terrain, militaires, policiers, et des associations travaillent aussi sur cette question-là pour essayer de changer les choses. Ça progresse pas mal quand même. Hein. On part de loin. On a encore un certain nombre de pays où, en revanche, vous ne pouvez pas aller travailler si vous êtes séropositif, parce que pour avoir une carte de séjour, il faut faire un test, et s'il est positif, vous ne pouvez pas avoir votre carte de séjour. Donc indirectement, effectivement, même si c'est pas le travail lui-même qui empêche de pouvoir travailler, c'est en tout cas ce qui les autres lois qui et très récemment, enfin je dis très récemment, ça fait déjà maintenant 5-6 ans, on a pu enfin lever l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives qui décédaient. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, si vous décédiez et que vous étiez porteur du VIH, vous ne pouviez pas avoir de soins funéraires. Et donc on a vraiment bataillé très très longtemps pour lever cette interdiction. Je ne suis pas sûre non plus que ce soit si connu, cette interdiction. Il y a eu évidemment des situations dramatiques où des personnes décédaient et tout de suite étaient inhumées, et que les personnes ne pouvaient pas veiller, voir le corps. Donc c'était... C'est fou, ça. Voilà, on a vraiment bataillé pour que enfin les personnes aient
au-delà de la mort, ne soient pas discriminés non plus. Vous l'avez dit, le mot d'ordre, c'est dépistage. Donc, oui. Où est-ce qu'on se fait dépister? Si on veut, là, à la suite de l'émission, des gens veulent se faire dépister, où est-ce qu'ils vont? Eh bien, aujourd'hui, depuis le début de l'année, vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire sans ordonnance pour aller vous faire dépister. Donc ça, c'est une mesure qui a été prise en début de l'année suite à un projet pilote qui a eu lieu sur Paris et Nice. Donc, c'était l'opération au labo sans ordo. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire sans ordonnance et vous pouvez avoir un test de dépistage gratuit. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer selon... voilà, vous pouvez avoir un autotest en pharmacie, vous pouvez aller chez votre médecin qui peut vous prescrire un test, vous pouvez aller dans les CGID qui sont les nouveaux noms des CDAG. Donc aujourd'hui, on a une multitude de façons de se faire dépister. Je pense que c'est important de se dire qu'au moins une fois dans sa vie, il faudrait être dépisté. Je voulais juste rappeler on parlait des jeunes tout à l'heure, mais parmi les personnes qui sont séropositives ou qui apprennent leur séropositivité, chaque année, on a plus de 20% qui ont plus de 50 ans. Donc on parle beaucoup des jeunes, mais en tout cas, voilà, on a 50 ans, on divorce, on a nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, et puis on se dit que le VIH, ça ne nous concerne plus. Et donc, voilà. Et ce dépistage, mais voilà, faites-vous dépister à n'importe quel âge, et au moins une fois, ça sauve des vies. Oui, ça sauve, effectivement. Et aussi se protéger, donc préservatif en pharmacie. Voilà. Préservatif en pharmacie, et puis maintenant aussi l'existence de la PrEP, qui est un traitement préventif qui permet, en le prenant avant les rapports sexuels, de ne pas être contaminé par le VIH. Donc ça, c'est vraiment aussi important que les médecins généralistes maintenant peuvent prescrire la PrEP. Avant, il fallait aller en hôpital, il y a un suivi régulier. Donc vous avez effectivement le préservatif qui reste un outil simple, accessible, et voilà. Et vous avez maintenant aussi effectivement ce traitement préventif qui permet dans certains cas, parce que vous n'avez pas envie de porter le préservatif, parce que vous n'y avez pas accès, parce que c'est compliqué, peu importe les raisons, mais c'est aussi une révolution aussi. Oui. Et moi, de ce que j'ai compris aussi, c'est communication, ne pas hésiter à communiquer dans un couple et à se poser les bonnes questions et pas oser, c'est pas tabou, il faut en parler. Oui, il faut en parler et parce que c'est finalement trop bête de passer à côté de la possibilité d'en parler, donc c'est vraiment important. Là aussi, ça sauve des vies. Merci beaucoup, Florence. Je vous en prie. En conclusion, est-ce que vous voulez rajouter peut-être un petit mot pour les gens qui nous regardent? Oui, de nouveau, de prendre soin d'eux. Je pense que aussi, quand on parlait de sexualité, c'est aussi avoir une sexualité épanouie, et c'est avoir une sexualité épanouie, c'est aussi se protéger. Et puis aussi de continuer à soutenir SIDAction, par exemple, pour continuer à soutenir la recherche et les associations qui travaillent sur le terrain. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Florence, pour votre témoignage. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous l'avez compris, soutenez le SIDAction et dépistez-vous et surtout protégez-vous, c'est ce qui est le plus important. Pour revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et réactions sur notre page Instagram, Twitter ou Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain C'est notre santé, sur Pourquoi Docteur, évidemment.